vraiment à cause d'élections là, je ne peux pas laisser mon pays là. Ça me donne de longues journées. Parce que ça, le live là, c'est pas facile, hein. Surtout accueillir tous les LDR qui ne comprennent rien là. Et ils viennent puiser l'énergie. Quand ils viennent comme ça pour essayer de discuter, de raisonner, ils viennent maintenant avec le président a augmenté le prix du cacao. Mais on s'en fout, qu'est-ce qu'on s'en tape? On s'en tape du prix du cacao, même s'il veut n'a qu'à faire 1 million. Qu'il fasse 1 million haut, 1 million pas haut, il va partir. C'est tout. Il n'y a même pas de choses. Il n'a qu'à faire le prix là, 1 million. Le prix du cacao là, il n'a qu'à faire ça 1 million. D'accord? Voilà, ça ne changera rien. Je connais son truc. Vous croyez que lui, va, même s'il fait 1 million là, il va partir. Tous ceux qui l'ont mis sur la liste là, sa fausse liste électorale, ceux qui vont le voter là, c'est les gens là qui l'ont naturalisé là, c'est eux qui sont sur la liste électorale. D'accord? Et c'est eux qui vont le voter. Si élection il y a, bien sûr. Si élection il y a. C'est ça le truc. S'il y aura élection. Ah, on regarde, vous savez, moi mon ventre là, c'est valise. Mais les blancs là, leur ventre n'est pas valise. Mais Marie, leur ventre n'est pas valise. Mais moi mon ventre est valise, hein. Je ne dirai pas un seul mot. On attend et puis on regarde. Voilà. Parce que quand tu as parlé là, il ne faut pas dévoiler les plans. Il ne faut pas tout dévoiler. Est-ce que quelqu'un peut venir ouvrir mon ventre pour enlever ça dedans? Hey, jamais de la vie. Personne ne sait ce que je pense. Je ne parle pas, hein. Mon ventre là, c'est valise même. Tout ce que je sais, c'est que Draman va partir. C'est tout. Est-ce qu'il connaît mes maris blancs là? Est-ce qu'il les connaît même? Oh, hé! Faut venir me demander. Demandez-moi, je vais vous dire comment ils sont. Ce sont mes maris, hein. Tous les jours, on dort ensemble. Je vais vous dire ça même. Mon mari là, c'est un blanc même. Je les connais comme ça dans ma main. Draman, il ne les connaît pas. Abassi, il est avec l'autre. Mais je crois qu'il ne les connaît pas. Il va partir. Sa mission est terminée. Ils vont bien le lâcher. Eux, pour l'instant là, ils ne parlent pas. Vous savez pourquoi? Bah, parce que ils ne peuvent pas parler. Ils ont leurs intérêts là-bas. Donc, ils ne vont pas dire ne fais pas de 4e mandat. Même s'ils veulent faire 10 mandats là, ils ne diront jamais ne fais pas. Maintenant, en même temps, comme ils veulent être démocrates, en même temps, en fait, ils sont là quoi au milieu. Celui qui va faire chose, bah, c'est bon, quoi. Ils sont là, ils ne parlent pas. Tous les ministres, là, que vous voyez, la ministre de quoi, c'est pas eux, hein. C'est ministre de façade. En fait, quand ils ont dit RIDP, là, ou Fouettis, là, c'est même chose, gouvernement d'Oufoué, là, qui sont venus mettre. Tu avais les ministres noirs, là, autant d'Oufoué, comme ça. Tu voyais tous les ministres, là. Mais les vrais ministres, là, c'était des Français. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Et c'est la même chose, là. Oh. Là, ils sont allés blaguer Bédier pour dire, oui, on va faire un rassemblement des Oufouettis. Mais c'est tout le truc des choses. Vous n'avez rien vu, hein. Même lui-même, là, président, là, c'est pas lui. C'est sa femme, Jésabel, qui dirige la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas au courant. Mais c'est elle avec le meeting national. Et nous, là, il décide quoi? Oh. Il décide toi-même. Quand vous dites, oui, on l'attaque, il ne parle pas. Mais lui, il ne se sent pas concerné. Lui, il est là, il rit, il s'en fout. Il sait qu'il a été placé pour faire une mission. Donc, vous voulez qu'il dise quoi? Lui, il s'en fout. Il a été payé pour faire sa mission. Il fait sa mission, quoi. Point. C'est comme les acteurs. Vous voyez, quand vous regardez les films, là, vous allez voir, les gens, ils s'embrassent, ils font les trucs, comme si réellement c'était ça. Non, hein? Ils jouent rôle. Ils jouent rôle. Et nous, on a compris ça, mes amis. Vous voyez, non? Il joue rôle, le monsieur, là. C'est ça, c'est ça. Parce que dans la vie, là, il y a des Judas. Il y a des Judas partout. Bon, ceux qui lisent la Bible, là, vous avez vu Judas, non? Il était là, il dit, oh, mon...
Mon Jésus, je t'aime. Il dit que, il a dit aux gens là qu'il avait payé là. Celui que je vais embrasser là, c'est lui, hein. Il est parti, il a donné un bisou à Jésus. Pour dire que c'est celui-là qu'il faut attraper. Mais c'est comme ça, le monsieur est très joueur. Où il est là? Il s'en fout. Il s'en fout maintenant. Il a fait ce qu'il voulait faire, il s'est servi. Il a servi ses parents, ses proches quoi. Son fils là qui a fait Rasta qui est là-bas là, eux tous. Son soi-disant petit frère. Ses boys aussi qui ont pris les armes pour lui. Il a servi tout le monde et puis maintenant lui il est là. Il ne veut même pas. Si c'est lui-même là, il voulait partir. Vous avez entendu sa vidéo, non? Il dit mais je ne vais pas être président à 90 ans. À 90 ans, il ne veut pas, mais tous les boys qui sont derrière lui là, ils savent que si Dramane n'est pas là, c'est fini. Donc il le pousse. Et puis sa femme aussi le pousse. Et les multinationales, vous savez que les multinationales là, elles sont plus riches que les gouvernements. Est-ce que vous êtes au courant? Les multinationales que vous voyez là, elles sont riches, plus riches que les gouvernements. Gouvernement français, s'il vous plaît. Gouvernement français, s'il vous plaît. Je n'ai pas dit gouvernement africain. Hein. Il dit les gouvernements là. Les multinationales sont plus riches que les gouvernements. Elles commandent, elles coiffent même les ambassadeurs. Ambassadeur, même, il se met en genoux devant multinationales. Il peut dire quoi devant Bouygues, devant chose. Aïe, on dit qu'ils sont riches que les pays. En matière de choses là, le monde est gouverné comme ça. C'est la finance qui tient le monde. Le gouvernement, l'avantage qu'il a, c'est qu'il a tous les ministères, il peut prendre les décisions qu'il veut, l'armée lui est soumise, les institutions et tout ça. Mais en matière d'argent, là, c'est lui qui parle. C'est lui qui dit tant. C'est lui qui prend des décisions. C'est pour ça que les armées qui sont chez nous là-bas, là, les bases militaires que vous voyez là, c'est pas pour protéger quelqu'un, hein? Ah, bien sûr, ils protègent Dramane parce que Dramane protège ses intérêts. Mais c'est pas pour protéger Africains, hein? Détrompez-vous. Si vous pensez qu'il y a les bases militaires qui sont là pour protéger la population, comme ils le disent, droit de l'homme, là. Droit de l'homme. Droit de l'homme, communauté internationale, mon œil. C'est ça, oui. Non, mais oh, réveillez-vous. Réveillez-vous. Communauté internationale, là. C'est zéro pointé, mes amis. C'est club des amis, club d'amis, club d'amis, club d'amis. Il y a 2 pays, 3 pays qui décident. La communauté internationale, pourquoi il ne va pas en Ukraine? Tout ce qu'ils savent faire là, ils se mettent sur leur plateau là. Québec, 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 Québec. Oh, Ukraine, oh, il y avait Comédie Club. Moi, mais j'ai vu quand les gens parlaient là, David Pyjama. Quand ça chutait la guerre en Ukraine là. Ils étaient, vraiment les gens. Hein. Non, le monde est très intéressant. Vous voyez, le monde est intéressant. Moi, je travaille dans la finance, hein, je vais vous dire ça. Non, il y a certains secrets que je connais et ça me fait rire, en fait. Les gens viennent, ils parlent. Hey! C'est zéro, même les élections, tout ça là. Les gens sont choisis. Les élections là, c'est juste un truc. Les gens gagnent vraiment, mais c'est pas celui qui gagne là, qui réellement est élu, hein. Ça se passe en Occident aussi, hein. C'est pas seulement en Afrique. Donc, ils parlent. Oh, Ukraine, on va gagner cette guerre. Mais vous savez pas que la guerre même, c'est un business? Que ce soit en Europe, en Afrique, même la guerre de la Côte d'Ivoire, là, vous voyez combien de fois les gens se sont enrichis? Dramane, que vous voyez, il s'est enrichi même avec la rébellion, là. Le café cacao, le Burkina était premier producteur de choses, hein. De café, cacao. Mais Dramane était là avec tous ses connaissances, ses amis. C'est la mafia. Donc, quand ils voient que les gens se cassent la tête, ouais, moi, je vais tel homme politique, je veux ça. Non, mais, oh. Vous savez pas pourquoi ils ont combattu Gbagbo, là? Ils l'ont combattu. Ils l'ont enlevé. C'est une bande même organisée, hein. Hey, je vous dis. Ah, tu dis que je raconte quoi, madame Dos? C'est quel mouton qui est perdu encore ce soir, là? Dos. Pour une fois, là, faut t'asseoir, puis ouvre tes news, prie un peu. Ça te coûte rien. Si tu ne fais pas de commentaires là, ça te fait quoi? Toi, tu connais quoi? Moi, je te dis que je travaille dans la finance. Les Rothschild là, ceux-là, ce sont mes partenaires. C'est des sociétés de gestion.
Là, j'ai stoppé un peu, sinon chaque, on va dire chaque semaine, chaque mois, bah, je suis invité là pour aller des déjeuners, hein, voilà, de travail avec les sociétés de gestion, les compagnies d'assurance, pour que je puisse sélectionner leurs produits dans mes contrats, pour que je puisse proposer ça à mes clients. Donc, je te dis que je les connais et je cause, je sais comment fonctionne ce monde, d'accord? Donc, faut écouter, hein? Faut t'asseoir, tu vas écouter. Quand il dit, nous, on va venir, Draman va quitter, on va réorganiser la Côte d'Ivoire. Mais tu vas voir, tu vas voir ce qu'on appelle un État. On va établir les bases d'un vrai État. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays riche. On est très riche. Même rien que même avec le cacao, ou bien avec une seule ressource là, on peut faire plein de choses. On peut construire les hôpitaux, on peut faire plein de choses. On n'a même pas besoin de prendre crédit. On n'a pas besoin de prendre crédit. Maintenant, si toi, tu savais que toutes ces organisations, le FMI, la Banque mondiale, l'OMC, mais c'est des organisations qui ont été créées spécialement pour piller l'Afrique, mon grand. Tu n'es pas au courant, là? Tu n'es pas au courant? Va te former, va lire, ça ne coûte rien. Hein? Donc, Draman, là, ce n'est qu'un joker. La seule chose, ce que je vais vous expliquer, c'est que Draman, lui, il est au-dessus seulement, c'est lui on voit, hein. Mais en bas, c'est pas lui. Oh, le vrai problème qu'ils ont là, comme avant, ils ont fait la colonisation. C'est-à-dire qu'ils ont tellement prospéré, ils ont tellement excellé dans le mensonge que ils risquent de se mettre le doigt dans l'œil. D'accord? Bon, il le faut hein, dans certains États. Hein. Quand tu vas, par exemple, en Israël, là-bas, bon, c'est flagrant, hein, Israël, Palestine, tout ça, ça se voit. Mais en Afrique, les gens, ils veulent laver leurs mains. Ils veulent pas... Ils veulent... Parce qu'ils ont tellement appris à leurs enfants, à leurs... ouais, voilà, dans leur système que voilà, c'était comme ça qu'eux, ils sont démocrates, ils sont déclaration des droits de l'homme, ils connaissent les droits de l'homme, droit international, machin, machin. Donc, s'ils viennent encore comme avant, ils venaient et puis mettaient nos parents sur... Ils accrochaient les chaînes là, sur nos parents, et puis ils viennent comme ça se nommer gouverneur, président de la République, un Français, un blanc là. Ça allait être flagrant. Ah, vous aussi. Ça allait être trop flagrant. Est-ce que vous comprenez pourquoi on est derrière Draman? On sait que ce n'est pas Draman. Mais Draman, là, actuellement, là, celui qui fait la façade semblant d'être président de la Côte d'Ivoire. Sinon, il ne décide de rien. Donc, si lui, on l'enlève là, tu crois qu'eux-mêmes, ils vont venir dire, bon, moi, je me proclame président. Jésabel, son fils là, Loïc, là, il va venir dire, je me proclame. Mais c'est un blanc, mais ça va frapper. Il a dit que, non, mais il ne faut pas que les gens fâchent. Que c'est eux qui sont derrière. Donc, il faut prendre quelqu'un. Et nous, on est là, comme ça, on suit comme ça, comme des moutons. On tombe dans leur jeu. Mais l'objectif même là, pendant qu'ils font ça là, nos populations sont appauvries. On n'est même pas développé. Rien. Rien du tout. Alors qu'avec le potentiel qu'on a là, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses chez nous. Mais quand ils prennent quelqu'un pour le mettre là, c'est pour dire que toi, tu restes là, tu fais juste miroir. Et puis tu la fermes. Tu veux quoi? Tu veux un château? Tu veux une petite maison en Occident? Tu veux un jet privé? Allez, vas-y, fais ça. Allez, un peu d'argent, ta famille. Et puis tout le reste, on s'en occupe. C'est ce qui se passe en réalité. Quand Gbagbo est venu, les gens détestent Gbagbo, mais c'est ça en fait. C'est ça. Quand il est arrivé là, les gens ne l'ont pas laissé travailler, mais ils ne pouvaient pas. La rébellion. C'est pour ça. Qui a financé la rébellion? Qui a financé? Ils ont leurs vassaux. C'était Blaise Compaoré au Burkina là. C'était leur vassal. Quand ils ont gardé Thomas Sankara là, lui, c'est lui qui faisait le truc. Vous pensez qu'ils ont gardé Sankara pour rien? Mais c'est pour qu'ils prennent son rôle. Ils prennent une chose. Hein? Donc, en fait, Gbagbo, c'est un panafricain. Le combat que Gbagbo faisait là, c'est ce que l'AIS est en train de faire. Mais en fait, tout le monde a été berné, même l'AIS. Hein? Même l'AIS. Même l'AIS, parce que ils leur ont dit que non, que Gbagbo n'était pas bon. En fait, réellement, c'est leurs intérêts. Ils voulaient placer Draman. C'est pas parce qu'ils aiment Draman.
C'est parce que Dramane allait leur vendre la Côte d'Ivoire sur un plateau. C'est ça le vrai point. Vendre la Côte d'Ivoire sur un plateau. Ils ont dit que, ils avaient même proposé à Gbagbo que Dramane n'a qu'à être président. Ils ont trop mis l'argent dans cette guerre-là. Bobby a dit ça sur son panel la dernière fois. Ils ont trop mis d'argent sur cette guerre-là. Donc, il faut que Dramane soit président. Mais tout simplement parce qu'il faut qu'il soit là en façade pour qu'eux, ils continuent de piller. C'est ce que ça veut dire. Et maintenant, quand tu vois tous les Africains, les Boyroga perdus là, qui viennent nous combattre là, moi, ça me fait rire. Vos pays d'origine là, vous pensez que le combat qu'ils sont en train de faire là, c'est pour rien? Mais c'est le même combat qu'on est en train de faire là. Et vous êtes là, vous suivez moutonnement comme ça. Vous n'avez rien compris, hein? Vous n'avez rien compris. Ce qu'on dit là, ils savent que c'est la vérité. Vous n'avez rien compris. Vous pensez que pourquoi aujourd'hui là? Pourquoi ils sont en train de... Oh, les pushies. Même là-bas, là, au Burkina, là-bas, là. Ils ont des groupes là-bas pour dire, oh, Ibrahim Traoré, c'est un dictateur. Moi, des fois, le matin, comme ça, j'ai lu leurs journaux là, parce que bon, ça passe, hein, les articles, pas à la télé, mais, ah, les pushies au Burkina, ils ont fait ça. Ils ont arrêté tel journaliste, liberté d'expression, machin, machin. Oh, les terroristes, même, ils combattent même pas les terroristes. Ils peuvent rien. Il n'a pas respecté ce qu'il a dit. C'est eux qui vont, hein. Ils font, et puis les moutons répètent ça, hein. Quand il arrivait, il avait dit qu'il avait 1 an pour combattre les terroristes. Il n'a pas respecté. Mais il avait dit qu'il avait 1 an, mais pendant ce temps, vous doublez la dose des terroristes. Pendant ce temps, vous doublez la dose, 500 000. Vous les multipliez. Vous prenez les terroristes. Vous partez leur donner l'argent, le franc CFA là, que vous fabriquez là. Vous leur promettez ça. Mais comme le système est fait de telle sorte que la population ne bénéficie pas, la population ne touche rien. La population n'est pas de chômage, la population n'est pas de vie sociale. Et que c'est ceux qui sont au pouvoir qui touchent l'argent. Mais évidemment, la population, elle a faim. Donc, quand on leur propose l'argent, ils sont obligés d'accepter pour aller contre leurs frères, pour aller faire le terreau. Et c'est ça le vrai problème. C'est pour ça que nous, on veut prendre la Côte d'Ivoire, on veut prendre le pays. Quand on va prendre le pays, là, on va établir un système social déjà. Il faut commencer par ça. Établir un système social pour que chaque Ivoirien puisse déjà avoir le minimum vital. C'est très important. C'est ce qui se passe en Occident. C'est ce qui se passe en Occident parce qu'ils ne veulent pas qu'on établisse un système vital. Si on établit un système là, mais est-ce que les gens vont faire chose? Est-ce que les gens vont se révolter? Ils vont faire... Non. C'est comme quand on dit mouton là, il y en a ici aussi. Hein? Parce que tu sais que quand tu es malade, on peut te soigner. Si tu perds ton travail, on peut te payer, chômage. Même si tu n'as jamais travaillé, tu as le minimum. Si tu es malade, on te soigne. Il y a plein de choses. Mais c'est ce que nous, on veut faire. C'est ce que nous, on veut faire. C'est ce que moi, je veux faire. Vous voyez? C'est ça. Je ne suis pas bête, hein? C'est ce minimum vital-là. Quand on va instaurer ça chez nous, là, vous allez voir que tous ceux qui sont en Occident, là, ils vont rentrer. Ils vont rentrer. Tu fais ton petit champ de cacao, le cacao qu'on a là. Mais notre cacao, là, on va le mettre là, on va dire, bon, même le chocolat, là, en Côte d'Ivoire, celui qui veut manger chocolat, il va aller en Côte d'Ivoire. Ceux qui font les chocolatiers, là, ils n'ont qu'à déménager pour aller créer les sociétés de chocolat là-bas sous nos conditions. C'est-à-dire que tu viens créer la société, il faut qu'il y ait un Ivoirien qui soit associé à toi. Le chocolat doit se fabriquer là-bas. Et ça doit partir de la Côte d'Ivoire pour aller ailleurs. Et c'est comme ça. Est-ce que vous croyez qu'eux, ils vont accepter ça? Et ils sont assis ici avec leur gros ventre là. Ils n'ont jamais vu cabot de cacao. Ils ne savent même pas comment ça y est. Il faut les voir comme ça, et leur gros ventre là. Qu'au chocolatier. Toi, tu sais comment prendre cacao? Tu sais comment prendre cacao? Voilà. Le juriste panafricain. Bonjour. Oui. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Bonjour, il a déjà 0100 ici. Bonsoir. Oui, bon. Je suis venu tomber sur le débat là. Il parle du départ du président Alassane Ouattara. Et lorsque nous avons écouté son discours d'ici 6 août, où il a dit non que sa présence à la tête de la Côte d'Ivoire, c'était dans le but d'apporter une stabilité
à la tête de notre pays. Voilà. Donc, je vais un peu rebondir un peu dans ce sens. Et puis, finir par... D'accord. Ok, allez-y. Et puis, voilà. Donc, comme je disais, je vais retirer encore mes dires sur tous les panels que je suis passé. C'est-à-dire, à entendre ça, ça veut dire que quelque part, le président Alassane Ouattara a failli. Voilà, parce qu'un État ne se repose pas sur une seule personne. Même au-delà des personnes, il faudrait également créer des conditions pour que les institutions même puissent guider, diriger le pays sans toutefois faillir. Vous voyez, aujourd'hui, bon, quand on regarde au sein de sa formation politique, nous qui sommes hors, on voit qu'il y a des jeunes, il y a des personnes qui peuvent porter ce flambeau. Mais pourquoi il justifie ce mandat-là du fait que c'est sa présence qui va pouvoir amener la stabilité en Côte d'Ivoire? Quand on prend les États comme la France, puisque la France est une référence pour les pays francophones d'Afrique, Napoléon est passé. Napoléon est passé, et le général de Gaulle est passé. Toutes ces personnes-là ont apporté quelque chose à la société française. Voilà. Bien vrai que, voilà, d'autres même lorsqu'on parle de Jacques Chirac, c'est-à-dire la construction même d'un État doit passer par plusieurs personnes. Parce que quand un groupe est là aujourd'hui, quand on regarde là, on sent que les gens même sont fatigués. Mais ils forcent. Ils sont en 15 ans, ils sont fatigués. Parce que quand on parle des postes ministériels, mine de rien, les gens pensent que c'est facile, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il faut être dans plusieurs endroits à la fois. C'est épuisant, mais il faut que les gens comprennent. Lorsque on a fini, il faut savoir partir, il faut savoir sortir par la grande porte. Voilà, il faut savoir partir. Il faut aussi permettre aussi à la jeunesse de pouvoir s'exprimer. Il y a, je crois bien en 2020, lorsque l'ancien préfet d'Abidjan, Vincent Toubi, a abandonné son poste, il y a un journaliste qui lui demandait s'il a TV pour dire, mais monsieur le préfet, on a l'impression que vous-même vous avez peur que le gouverneur parce que vous êtes un peu partout. Il a répondu, il a dit ceci, et je cite. Il dit non qu'aujourd'hui, lui, son âge lui permet de faire un certain nombre de choses. Contrairement aux anciens préfets, bon, qui ne peuvent pas se mouvoir comme les jeunes parce que l'âge est un peu avancé. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde le président, il a parcouru combien de villes en Côte d'Ivoire en 15 ans. Il n'arrive pas à être présent en temps aujourd'hui, vu que la Côte d'Ivoire même est composée des jeunes, c'est-à-dire c'est les jeunes même qui font le pays. Les jeunes aussi ont besoin de rencontrer le président comme ça se fait dans certains États de la sous-région et puis exprimer directement ce qu'on veut au président de la République, mais ce n'est pas le cas. On voit le vieux fatigué, bon, à 80 combien d'années là, bon, vous allez faire un autre mandat, bon, on va se retrouver dans une Côte d'Ivoire comme le Cameroun. Et quand c'est comme ça, le vieux même n'arrive plus à maîtriser la situation. Maintenant, je vais retomber sur le dernier volet qui est le prix du cacao. Aujourd'hui, quand j'ai vu le prix du cacao qui est à 2500 francs, moi, j'ai un peu ri. J'ai un peu ri parce que pour nous qui avons des parents cultivateurs, planteurs, on sait qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, même ceux mêmes qui sont dans les zones où le cacao donnait avant, c'est plus le cas. C'est plus le cas. Aujourd'hui, si on veut recenser même dans la zone comme le Sassandra, les planteurs qui peuvent faire 1 tonne en une récolte, je pense que si on fait le recensement, il serait difficile même d'avoir au moins 10 planteurs qui vont faire 1 tonne. Voilà. Donc, bon, ils ont augmenté le prix. Bon, et les prix sont augmentés par rapport au marché mondial, mais il y a des pays aussi dans la sous-région. Parce que quand on dit non qu'on ne veut pas se comparer aux autres, c'est ce que certains militants d'IRAGB disent. On ne veut pas se comparer aux autres de la sous-région parce que nous avons un modèle qui est plus truc. Mais dans certains domaines aussi, on doit permettre également à nos populations de pouvoir regarder les planteurs aujourd'hui en Afrique. C'est-à-dire, nous-mêmes qui sommes enfants de planteurs, on a peur même de dire même qu'on va être planteurs comme nos parents parce que les gens n'ont rien eu dans l'agriculture, ils n'ont rien eu. Ils ont cultivé, ils n'ont rien eu. Tantôt le prix monte, tantôt ça descend. Bon, et aujourd'hui, le planteur même est classé au bas de la société. Alors que on nous a enseigné à l'école que l'économie du pays repose sur l'agriculture. Mais si l'économie du pays repose sur l'agriculture,
qui sont ceux qui profitent de l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas prendre les responsables même chargés des structures agricoles et tout ça, et fonciers, quand tu regardes, eux-mêmes, leur train de vie même n'a rien à voir avec le train de vie du planteur qui va travailler sous la pluie, sous le soleil, nettoyer les serpents, les blessures de machette, et ils encaissent tout ça en fin de compte, bon, ils se retrouvent avec rien. Donc, et si ça continue comme ça, je pense que notre économie même, sur le volet agricole, si nous n'adoptons pas une politique qui va permettre d'intégrer tout le monde, les gens vont se retirer de l'agriculture et après, ça va faillir. Ça va faillir parce que même lorsqu'on regarde bien dans la politique du président Houphouët-Boigny, les Ivoiriens même ne s'intéressaient pas à l'agriculture. C'est dans les années à partir de 99, 2000, les gens ont commencé à s'intéresser, mais ce que nous voyons là, bon, c'est quand même décevant. C'est quand même décevant. Et aujourd'hui, tu vas dans nos villages, tous les villages sont vides. Tout le monde veut venir en ville. Tout le monde veut venir en ville parce que quand on regarde la condition des personnes même qui sont au village, qui sont dans les campements et tout ça, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Parce que ce qu'ils gagnent dans l'agriculture, là, c'est tellement insignifiant pour ce qu'ils font que c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, je vais m'arrêter là et puis voilà, vous écoutez. Et puis, s'il y a lieu de revenir, je vais répondre encore. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci, le juriste panafricain. Ok. Ce que vous avez dit est tellement juste. Effectivement, c'est ça. Et c'est cette donne-là qu'il faut changer. Il faut qu'on change. C'est pour ça que nous voulons une nouvelle Côte d'Ivoire parce que, effectivement, malgré que la Côte d'Ivoire soit le premier producteur de cacao, premier producteur mondial de cacao, premier ou deuxième, effectivement, nos parents vivent dans des situations difficiles. Ils n'ont jamais été riches. C'est pour ça que quand vous allez chez nous là, qui sommes là-bas de la région de cacao là-bas, Lakota, Sassandra et tout ça, vous allez voir tous les jeunes là. Moi, où moi je suis, chez moi au village, les gens, mais je vais travailler en ville, je vais être fonctionnaire, je vais passer concours en fait, c'est ça. Parce que personne n'a jamais excellé dans l'agriculture. Alors que ça devrait être le contraire. C'est vraiment dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Et ça, je pense que c'est une volonté politique aussi. Une volonté manifeste d'appauvrir. Regarde ici en Occident, les agriculteurs, ils ont une belle, enfin, je vais dire, ils gagnent bien leur vie, ils ont leur mutuelle. Quand ils sont malades, ils se soignent. Bon, c'est pas pareil, mais nous, nos parents, ils n'ont jamais eu d'assurance maladie. On devrait même faire une mutuelle même des planteurs. Ça, c'est une chose qui devrait être mise en place depuis fort longtemps. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été fait. Les gens travaillent dur dans les champs. Quand ils sont malades, même à peine, ils se soignent. Et puis, la traite des cacao, là, je crois que c'est 1 ou 2 fois. Mais ça ne suffit pas. Sans passer maintenant de ce qui se passe, de la mafia qui se passe dans ce réseau, parce que il y a plusieurs intermédiaires, notamment il y a je crois il y a des Libanais, mais il y a des intermédiaires même qui sont dans ce secteur-là, si bien que les planteurs même eux-mêmes, ils ne gagnent rien. Et c'est cette politique-là qui n'a jamais été changée. Il faut la changer. Bon, j'ai entendu dire que quand le président Gbagbo était là, les planteurs, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais apparemment, ils avaient leurs conditions de vie avaient été améliorées. Voilà. C'est ce que j'avais entendu. Mais pour moi, je pense qu'il faut faire mieux. Il faut faire mieux. Il y a beaucoup de choses en Côte d'Ivoire qui doivent être en Afrique, hein, en Afrique. Mais surtout en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est le premier producteur de cacao. C'est pas normal que nos parents vivent comme ça. Bon, il y a le cacao, mais il y a aussi d'autres ressources, hein. On a de l'or, il y a la natade là-bas qui est au... Je ne savais même pas que c'est la noix de cajou qui était la natade. Mais Oui, la noix de cajou, elle coûte cher. effectivement, je vais répondre. Quand on parle même de l'or, par exemple, on parle de l'or, on parle de la noix de cajou. Mais si vous parcourez un peu dans les zones où même on extrait l'or, regardez un peu les villages, comment ça sent la pauvreté. En fait, on ne sait pas, on ne comprend pas du tout. Comment est-ce que dans des zones, des villages, parce que
Dieu même, quand on regarde même la Côte, Dieu a tellement béni la Côte d'Ivoire que même dans les zones même où on n'arrive pas à faire l'agriculture, il y a de l'or Toi, et tout ça. tu veux devenir policier, c'est Il y a toi de qui l'or veux et tout monter ça. sur panel pour aller Donc, mettre ta grosse voix là, pour pas changer. quand on regarde, par exemple, dans les zones comme Dabakala, dans les zones comme Niakara et autres, toutes ces zones-là, mais les gens extraient de l'eau. Regardez la condition de vie des personnes qui résident dans ces zones. Regardez, non mais c'est pathétique. Prenons la zone Botro, un département de, on appelle ça comme région du Béquet. Ceux mêmes qui cultivent l'anacarde, mais c'est pathétique. C'est pathétique. Le prix même de l'anacarde n'est pas trop ça. Et quand ils finissent de faire, je crois bien, les 2 ou bien 3 mois de récolte, mais les parents sont dans la pauvreté. Mais pourquoi tout ça? Parce qu'il n'y a pas un encadrement. Et aujourd'hui, la maladie qui peut tuer le planteur, et cette maladie-là, si un haut cadre de ce pays a cette maladie, il arrive à aller se faire soigner ailleurs, dans l'argent du contribuable. Mais ceux-mêmes qui donnent une force à l'économie n'ont pas le droit à ce traitement. Et vraiment, c'est quand même ce qui fait un peu... Ça cœur souvent, quand nous pensons à ces personnes, nous pensons au sacrifice que ces personnes le font au quotidien. Et puis, voilà, ils n'ont pas une condition de vie aisée. Je pense que l'État doit beaucoup faire des choses dans ce sens-là. Merci beaucoup, merci le juriste. Monsieur Julie Kona, ouais, Madame Julie Kona. Madame Julie Kona, bonsoir. Julie Kona qui est en bas là, ou bien elle est montée par... Bon. Je crois bien qu'elle est montée par erreur. Il faut la faire descendre. Ouais. Il y a des gens qui posent des questions par rapport, ils disent quelle est cette maladie qui, il y a quelqu'un qui dit qui veut tuer les planteurs, quelle maladie? Non, mais quand on parle de maladie, on ne dit pas que quelqu'un veut tuer les planteurs. Mais aujourd'hui, il y a le frère Apoutou National aujourd'hui qui lance les cagnottes. Mais quand on regarde ces personnes, c'est pas parce que c'est pas des travailleurs. Regardons même dans le milieu même du cinéma. Aujourd'hui, ces derniers temps, pardon, nous avons remarqué qu'il a fait des cagnottes. Mais l'insuffisance rénale qui fait que souvent d'autres même vont à l'étranger pour se faire soigner, ça tue les planteurs aussi. Voilà, donc c'est toutes ces maladies-là et toutes ces choses que nous regardons. Il y a plusieurs. Bon, on ne peut pas tous citer, mais nous sommes en train de dire que l'État, en tout cas, doit œuvrer pour que le planteur puisse être dans les conditions comme ceux qui occupent certains postes dans des ministères. Voilà, ils n'ont même pas d'assurance. Ils n'ont même pas d'assurance. En temps, aujourd'hui, je crois bien qu'une fois le vieux me disait que aujourd'hui, tous les planteurs sont recensés. Ils ont des cartes. Voilà. Donc, l'État de Côte d'Ivoire sait il y a tel nombre de planteurs. Mais quelle est la politique qu'on met en place pour encadrer ces personnes? Je vous jure, il y a des planteurs qui décèdent. Même ne serait-ce qu'avoir l'argent même pour les enterrer, c'est un problème. En temps, on nous chante tous les jours et on a toujours dit que l'économie du pays repose sur l'agriculture. Voilà. Donc, vraiment, c'est pathétique. C'est pathétique. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire par là. Effectivement, l'insuffisance rénale est une très grave maladie qui malheureusement, en Afrique, qui coûte très cher. Enfin, si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas. Mais l'État devrait même mettre l'accent sur ces choses-là. Parce qu'au Burkina, comme ça, les séances de dialyse, là, avant, il fallait payer une caution de 500 000. Et maintenant, c'est gratuit, en fait. Tu peux aller faire la dialyse gratuitement. En fait, les maladies graves, là, ça devrait être remboursé par l'État à 100%. L'État devrait faire ça. Mais bon, comme je dis que les gens, les dirigeants, ou bien les Occidentaux ou quoi là, qui mettent les gens au pouvoir, ils s'en fichent en fait de la vie des populations. En Europe, là, cette maladie, l'insuffisance rénale, elle est prise en charge à 100% par la sécurité sociale. Hein. C'est une maladie grave, donc les gens, ils vont dans les centres pour faire les dialyses gratuitement, mais en Afrique comme ça, bon, au Burkina, les gens ont... Le capitaine Ibrahim Traoré a travaillé pour ça. Les séances sont gratuites. Hein. Mais en Côte d'Ivoire, je ne pense pas. Et effectivement, c'est une maladie qui garde, qui est nulle.
Si tu n'as pas l'argent pour faire un dialyse, mais tu gagnes automatiquement, quoi. Donc, voilà un peu. Ouais, il est 2h28 là. Je crois qu'on va arrêter le live. Bon, les 200 personnes qui nous écoutent là, on va aller au lit parce que là, il s'est fait un peu tard. Il n'y a pas de souci. Non. Y a Merci pas de souci. beaucoup, Donc, vraiment, juriste. si demain il y a la possibilité de relancer le live pour que nous puissions encore répondre un peu dans ce sens, parce que j'ai vu le sujet qui est là, mais comme j'ai répondu de l'autre côté, nous sommes allés un peu là-bas. C'est-à-dire, Ah, mais c'est bien, hein? C'est voilà, bien parce oui, que ça fait partie, oui, c'est tout ça qu'on traite, hein? Ça fait partie effectivement, des problèmes du pays, hein? Donc voilà. effectivement, Les gens disent, ouais, il a augmenté le prix du cacao, mais est-ce que les gens peuvent se soigner? Les c'est ça. planteurs vivent dans une extrême pauvreté. Et ça, Voilà, c'est des choses vraiment où faut dire le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Qu'est-ce qu'on effectivement. fait pour l'agriculteur? Moi, aujourd'hui, par exemple, quand je dis à mes parents, mais tout le monde veut aller en ville. Tout le monde veut travailler en ville. Il dit, mais en ville, là, tout le monde se plaint. Le manioc est cher, le riz est cher, le piment est cher, la banane est chère. Je dis à mes frères, il dit, mais voilà un business, voilà un secteur qui est prometteur. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut... Moi, j'ai fait ma plantation, là, et du coup, je dis, bon, je vais mettre... j'ai mis le cacao. On dit cacao, cacao. Il dit, non, moi, ça ne m'intéresse pas. Cacao, là, est-ce que vous mangez cacao? Non. Il y a un besoin sur le marché. Il n'y a pas de bananes, il n'y a pas de manioc, il y a même la teke là. La teke là, nous en Europe, ici, on reçoit le meilleur ateke. Alors qu'à Abidjan, la teke manque. Donc voilà des secteurs. Il faut planter du manioc, du piment, mais c'est que vous allez consommer. Déjà l'autosuffisance alimentaire. Mais je crois qu'ils n'ont pas compris. Il faut changer les mentalités. Il faut changer les mentalités. Les gens ont raison de dire que non, mais au village, il n'y a rien. Mais effectivement, tu vas au village, mais tu peux jamais vivre. Hein. J'ai jamais vu un planteur qui est devenu riche. Hein. À part les 500 Kwao, là, un peu, ceux qui étaient les grands planteurs, là. Sinon, les autres, là, nos parents au village, ils n'ont rien. Hein. Ils sont pas riches. Malgré qu'il y avait le cacao. Avant, il y avait quand même à manger et tout, mais maintenant, là, il y a rien, rien ne pousse. Hein. Rien ne pousse. Même le riz, même le riz, aujourd'hui au village, on achète le riz. Voilà. Même le riz est acheté au village. Exactement. Et pour planter le riz, maintenant, il faut faire des bas-fonds. Avant, on pouvait cultiver le riz comme ça et ça poussait. Maintenant, non, hein. C'est bas-fond. Tout le monde achète le riz. C'est pitoyable, en fait. Quand on me dit non, au village, on achète du riz, moi, je dis, mais c'est pas possible. Comment ça, on achète du riz au village? Et moi, c'est cette politique-là, je veux. Il faut vraiment que ça cesse. On n'a pas le droit d'aller acheter du riz en Thaïlande, alors qu'on a des terres arabes. C'est pas normal. Où sont nos terres? Pourquoi on ne cultive pas le riz chez nous? Pourquoi? Il y a beaucoup de questions, quoi. Il y a un qui est en bas là qui veut parler. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous me Bonsoir. recevez? Ok, on vous reçoit, allez-y. Bon, le sujet pour lequel vous avez allumé le live, vous avez allumé votre caméra ce soir et fait ce live. Je vais commencer d'abord par l'agriculture sur lequel je suis tombé et tout. Concernant l'agriculture, il faut dire que le frère, c'est le juriste panafricain. Il disait que les Ivoiriens ont commencé à s'intéresser à la production de cacao à partir des années 2000. Entend ce qui a fait la renommée de la Côte d'Ivoire. Non, bon, je peux revenir. Non, je dis pas que dans les années 2000. Je disais que les Ivoiriens même ont commencé à s'intéresser à l'agriculture à partir des années 2000. Sinon, avant 2000, les Ivoiriens cultivaient. Mais quand on regarde dans les zones comme Sassandra, même aujourd'hui, quand tu vas à l'ouest, on sait qui sont ces personnes qui occupent une grande partie de l'agriculture. Voilà, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Donc, pour revenir, en fait, le cacao et le café sont une culture de rente viagère. C'est comme tu es un fonctionnaire, chaque fin du mois, tu perçois ton salaire. Le cacao s'inscrit dans ces cultures-là. Et donc, avant la boucle du cacao, c'était dans le grand centre Baoulé. C'était Boaké, Sakassou, etc. Aujourd'hui, la boucle du cacao s'est déplacée vers Soubré, dans les 18 montagnes, etc., un peu à Gagnoa.
À Gagnoa, aujourd'hui, le premier producteur de cacao à Gagnoa, c'est un Burkinabé, il s'appelle Sawadogo. C'est un Burkinabé, il est dans un village à côté de Gagnoa. Il est le premier producteur de cacao. Donc, c'est des produits de rente viagère. Et donc, pour que les parents puissent bénéficier en fait de leur culture de rente viagère, il faut d'abord qu'ils s'inscrivent dans une interprofession. Ça veut dire se mettre en grand nombre pour créer une interprofession. Et deuxièmement, il faut que nos parents cultivateurs puissent pouvoir eux-mêmes se faire former en truc, aller juste un peu à l'école, apprendre à lire et écrire. Parce que quand des acheteurs vont acheter leurs produits, des acheteurs véreux vont acheter leurs produits, ils ne leur disent pas comment ils vendent leur cacao. Souvent, ils leur disent, bon, donne-moi ton cacao, je m'en vais, dès demain, tu vas recevoir l'argent. Pendant ce temps, le planteur, il a besoin de cet argent pour mettre son enfant à l'école. Et quand le type, il s'en va, et que le planteur l'appelle, il dit, ah non, 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 je t'ai dit que c'est demain, non, mais en fait, il faut lire le papier que je t'ai donné. Et le vieux ou la vieille, elle est prise au piège. Quand on lit sur le papier, on dit, le monsieur ne va pas te payer maintenant, mais il va te payer à la fin de l'autre mois. Donc, ça laisse les parents dans une certaine précarité. C'est pourquoi, sous Laurent Gbagbo, on avait créé la Banque de l'agriculture. Et on avait voulu que ça soit massivement les agriculteurs de production de café et de cacao qui puissent investir leur argent dedans et chaque fin du mois, on puisse leur donner de l'avance. L'État allait racheter toutes les fèves de cacao et l'État allait se permettre de vendre. Mais quand Ouattara est venu, il a fait fermer cette banque. Il a même liquidé cette banque-là. Du coup, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on n'a pas une banque pour les planteurs. Si on avait une telle banque, les planteurs, c'est-à-dire que celui qui a son champ, il peut aller dans cette banque-là, contracter un prêt. Il allait pouvoir soigner ses plants, il allait pouvoir soigner ses manœuvres, il allait pouvoir acheter des tracteurs parce qu'on sait qu'il a un champ de 1 hectare, ou bien de 2 hectares ou de 10 hectares qui, à la fin du mois, vont leur rapporter un tel. Et donc, les banquiers, les gestionnaires de compte et tout, ils allaient faire tout ce qui est comme calcul. Et puis, on dit, bon, le vieux, on peut t'octroyer un prêt de 12 millions, mais de 10 millions. Parce qu'on sait que quand tu vas vendre, tu vas pouvoir nous rembourser. Mais le beau monsieur, il a vendu cette banque-là. Du coup, les planteurs se retrouvent dans une certaine précarité. Maintenant, ce que aussi les populations ne savent pas et que les politiques n'ont pas envie de leur dire. La CEDEAO, l'UEMOA, l'Union africaine ont voté pour une zone de libre-échange commercial communautaire. Mais depuis lors, ils ne font pas trop la promotion de cette zone de libre-échange communautaire africaine. Et dans cette zone de libre-échange communautaire africaine, nous avons 55 pays. Vous pouvez taper sur Internet et vous allez voir. On appelle ça zone de libre-échange continentale africaine. La ZLECAf. Il y a 55 pays qui ont ratifié ce traité. Donc, ça veut dire que un planteur ivoirien est libre d'aller jusqu'au Cameroun chercher un marché. Un Camerounais est libre de venir jusqu'en Côte d'Ivoire chercher un marché de vente et d'achat. Mais les politiques ne font pas suffisamment de promotion par rapport à cette zone de libre-échange. Ils disent que nous sommes en train de voir le mécanisme, comment on va faire. Si vous suivez bien la télé, vous allez voir que lorsqu'il arrive la fête de mouton, Tabaski, sur la route, on prend des droits avec les bouviers qui envoient leur bétail. Il y a certains qui sont au courant de cette zone de libre-échange, disent « Ah, mais par rapport à la zone de libre-échange, là, pourquoi vous prenez de l'argent avec nous ?» On dit « Ah non, non, vos pays qui a passé. » En tant que on regardait, les politiques regardaient suffisamment cet échange dans la zone de libre-échange, on n'allait même pas prendre 5 francs avec un Ghanéen qui quitte avec son produit au Ghana pour entrer en Côte d'Ivoire, il le vendait librement. Celui qui quitte en Côte d'Ivoire pour aller au Ghana, il le vend librement. Il n'y a pas de taxes, il n'y a pas d'impôts et en effet, on faisait ces échanges-là. Et chacun de nous gagnait et on vendait moins cher. Mais du simple fait qu'un produit transite par le Ghana,
avant de rentrer en Côte d'Ivoire, la douane met les bâtons dans les roues. Celui qui arrive avec son produit, il est obligé d'augmenter. Il y a la dame qui tient le panel qui parlait des producteurs et planteurs européens. C'est parce qu'en Europe, il y a eu une zone de libre-échange qui s'étend dans toute l'Union européenne. Et donc, le commerce est facile entre eux. Les droits de douane pour chaque pays sont revus. Par exemple, ceux qui ne sont pas dans l'Union européenne, comme la Géorgie, etc., etc., le droit de douane avec ces pays-là ne sont pas aussi hauts. Ça permet de vite échanger. Et puis, les ports sont dynamiques. Le port d'Abidjan, par exemple, quelqu'un envoie sa marchandise là-bas. Pour la dédouaner, c'est difficile. Pour la dédouaner, c'est quasiment difficile. Du coup, notre port, les ports africains, entre elles-mêmes, ne sont pas attractives. Du coup, quelqu'un qui envoie sa marchandise, il devait envoyer par exemple sa marchandise directement en Côte d'Ivoire. Il est obligé de faire tomber ça par Lomé. Et de Lomé, il fait passer ça par la route. Parce qu'il sait très bien qu'en passant par la route, il va soudoyer avec les douaniers, il va payer 500 000 francs, il va rentrer. Mais si on lui permettait au port de pouvoir, comment on appelle ça même là, payer une taxe vraiment allégée, on allait avoir un commerce vraiment qui permettait aux uns ou aux autres de pouvoir gagner de l'argent. Mais tout ça, ce sont les politiques. Si les politiques nous permettent seulement de diminuer les prix de douane, de trouver un mécanisme qui permet à ceux qui importent de Chine, qui importent de la France, qui importent du Canada, des États-Unis, du Brésil, arriver à notre port, à Abidjan, que cela soit moins cher, on va voir que la vie va devenir plus ou moins chère. Mais le problème aussi, ça fait 60 ans que nous avons des ministères de l'agriculture. Mais ces ministères-là n'ont jamais mis l'accent sur le vivrier. On importe beaucoup d'oignons du Niger. On importe beaucoup de poulets du Brésil, du Mexique. On importe beaucoup de carottes. On importe beaucoup de choux. En Côte d'Ivoire, vous convenez avec moi qu'il n'y a aucune ville en Côte d'Ivoire où on fait de la production de vivriers massivement. Quand tu vas à Gagnoa, c'est quelques 3 petits bas-fonds. Les gens font des petits choux, des petits trucs. Tu vas encore pareil à San Pedro, les gens, c'est quelques 3 petits bas-fonds, on fait quelques petits choux, quelques petits aubergines. Mais tu trouveras nulle part où on fait une production massive, comme le cacao. Mais le ministre de l'Agriculture, lui, dans toute sa tête, il faut que 2025-2026, on fasse la campagne du café cacao. Lui, c'est tout ce qui l'intéresse. Sinon, vivrier, etc., etc., lui, mon cher, ce n'est pas son problème. Chacun n'a qu'à se débrouiller pour acheter son oignon. Mais si on faisait de la sensibilisation massive, on donnait les moyens aux agriculteurs de faire une interprofession dans ce domaine-là. Et on donnait les moyens, parce que les moyens sont donnés au ministère de l'Agriculture pour qu'on puisse faire tout ça et doter les planteurs de moyens. Mais malheureusement, il y a des gens qui sont tapis, qui ne sont pas prêts à débloquer les fonds. Quand par exemple, on va voir les partenaires pour leur dire, bon, voilà, la Côte d'Ivoire est autosuffisant, veut faire l'autosuffisance en riz, on ne veut pas trop importer tout ça. Mais les partenaires là débloquent des fonds pour qu'il y ait des gens en Côte d'Ivoire qui puissent faire de la production de riz en grande quantité. Mais malheureusement, quand l'argent arrive, le ministre il met à sa poche, le directeur il met à sa poche, le temps que ça va descendre sur ceux qui doivent faire le riz, qui sont dans les bas-fonds, comme le frère a dit tout à l'heure, souvent qui tombent malades, il n'y a plus de moyens. Ce qui arrive à leur niveau, mais peut-être souvent c'est 200 000, 300 000. Et puis on dit, il faut faire un champ, le ministre va venir, les caméras, on va filmer pour montrer que vous avez fait un travail. Il ne faut pas que nos partenaires viennent nous réclamer l'argent. Donc il y a du détournement massif. Je voulais vous faire une anecdote. En 2010, plus ou moins avant les élections de 2010, le président Laurent Gbagbo a reçu 5 ingénieurs agronomes. Il y a un ingénieur agronome qui a ouvert l'usine de riz à côté de l'université de Cocody.
Je ne sais pas si vous avez fait attention. À une époque, l'usine de riz était là. On faisait du riz cassé, etc. Même le riz d'anané, on faisait piler ça là et on mettait dans les sacs. Les 5 ingénieurs agronomes, ils ont envoyé, on dirait 3, on les a envoyés tous au Brésil pour aller étudier. Mais il y a 3 dedans qui ont fui avec l'argent que l'État leur a donné pour aller étudier. Ils ont fui. Il y a un là, lui, il a acheté une maison directement au Brésil. Et puis, le seul qui était de retour, parmi les 5 là, on dirait qu'il y a l'autre là, il est venu en Côte d'Ivoire et puis il est retourné en France. Le seul qui était de retour, c'était celui qui était ingénieur agronome chargé du riz en Côte d'Ivoire. C'est lui seul qui était de retour et il a présenté ses travaux au président Laurent Gbagbo pour dire, ah président, vous nous avez envoyé, je suis de retour, voilà comment les Brésiliens ils produisent le riz, voilà. Et le président lui a dit, ok d'accord, il faut voir comment on va mettre ça sur pied et tout. Et il avait commencé, c'est dans ça que il a ouvert son truc de production de riz à côté de l'université de Cocody. Donc, s'il y a la bonne volonté des politiques, les Ivoiriens vont s'en sortir, les Africains vont s'en sortir. Mais s'il y a la politique des gens tordus comme les Adjoumani, qui prennent l'argent dont les ministères sont dotés, et ils ne le donnent pas aux gens compétents pour faire le travail, mais on ne va pas avancer. Les planteurs vont mourir vraiment dans une situation précaire. À part ceux qui sont suffisamment riches ou ceux qui ont des acquaintances au ministère de l'Agriculture qui peuvent avoir de quoi manger. Mais ceux qui sont dans les fins fonds du village, ils vont mourir. Le temps que on va payer leurs produits, tout ça, ils sont malades, ils ne peuvent pas se soigner, ils meurent. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à l'agriculture. Sur ça, je reviens maintenant sur le point. Le premier point. Il y a un gars là, Boubacar Sidik, qui dit vérité, qui dit panel xénophobie. Mais mon frère, tu n'es pas allé à l'école. Tu n'es pas allé à l'école, donc tu peux dire panel xénophobie. Si tu étais allé à l'école, tu allais comprendre que tout ce que je suis en train de dire depuis lors, j'engage l'Afrique. Je n'engage pas que la Côte d'Ivoire, je parle de l'Afrique entière. Quand je te parle de la zone de libre-échange continental, je ne sais même pas si tu en as déjà entendu parler et tu ne sais même pas combien de pays composent cette zone-là. Donc, quand on n'a pas été à l'école, suffisamment à l'école, il ne faut pas venir ici pour nous écrire des conneries. Tu écris des conneries. Non, frère, voilà, c'est même ceux-mêmes qui sont pas, il y a des présidents qui ne sont pas là à l'école, mais qui ont dirigé des États. Donc, je pense que c'est un ignorant, c'est tout. Il faut passer ton chemin. Donc, sur la première question dont vous étiez en train de débattre, mais moi, je n'arrive plus à voir ce qui est écrit, hein, parce que je suis un peu, mon écran est noir façon, hein, je ne sais pas si vous c'est pareil. Non, bon, j'arrive à voir. On parle de la division des Ivoiriens est-elle un frein pour le départ de Dramane Ouattara du pouvoir? Quelles sont, selon vous, les causes de cette division? D'accord. Là, on nous pose la question de savoir est-ce que la division des Ivoiriens est-elle un frein pour le départ du président Ouattara du pouvoir? Je vais être vraiment je vais être partial sur la question. En 1960, quand le premier président Félix Houphouët-Boigny accède au pouvoir, il accède au pouvoir avec ceux qui ont mené le combat avec lui. Et il donne des postes ministériels à ses amis et aux proches de ses amis. On ne verra pas les noms Félix Houphouët-Boigny plusieurs fois représentés dans ces gouvernements, mais c'est sûr que vous trouverez ses frères, c'est sûr que vous trouverez des cousins et des nièces qui sont autour de la famille Houphouët-Boigny. Mais vous ne trouverez pas des gens qui portent le même nom que lui dans le gouvernement. Mais vous trouverez des frères, des cousins qui sont dans le gouvernement. Donc, il a géré avec ces gens à lui. Parce que la politique, c'est ça. C'est de gouverner avec des gens avec qui tu as mené le combat. Maintenant, une fois que tu prends des gens avec qui tu as mené le combat, après, tu peux faire appel à compétence.
dans certains domaines et gérer le pays. Donc, 1960 jusqu'à 1993, jusqu'à 1990, le pays s'est géré ainsi. De 1990, quand le vieux est mort en 93, jusqu'en 99, le président Bédié a géré le pouvoir ainsi en Côte d'Ivoire. La méthode n'a pas changé. Ceux qui l'ont soutenu hier sont restés avec lui, ils ont fait ensemble, ils ont mangé ensemble. Quand Gueye, le général Gueye prend le pouvoir, ceux qui l'ont soutenu là, ils sont restés avec lui, ils ont mangé, ils ont partagé le pouvoir, ils ont mangé ensemble. Le général Gueye est tombé. Quand le président Laurent Gbagbo prend le pouvoir, dans les premières instances, avant que la rébellion ne déclenche, ceux qui étaient avec lui tous les jours, ce sont eux qui ont été nommés ministres dans son gouvernement. Et après, il y a eu la rébellion, on était obligé de faire rentrer des gens d'ailleurs avec lui. Son gouvernement est passé. Quand Ouattara prend le pouvoir dans des situations calamiteuses, mais ce sont ceux qui étaient avec lui depuis, qui sont avec lui jusqu'aujourd'hui, qui sont dans le gouvernement. Et certains qui ont trahi au PDCI, qui sont avec lui. Et certains qui ont trahi au PPACI, ancien FPI, qui sont avec lui. Comme les Alice Djedje, son ancien directeur de protocole, comme il s'appelle, Alou Eugène, certains d'autres, directeurs de cabinet, etc., qui sont avec lui. Maintenant, quand un président est au pouvoir, il a ses sympathisants à lui, il a ses militants, il a ses sympathisants. Donc, il peut avoir dans la population des gens qui sont d'accord avec lui et il y en a d'autres qui ne sont pas d'accord avec lui. Toujours est-il que c'est l'ensemble de toutes ces personnes-là qui forment le peuple de Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ceux qui réclament le départ du président Ouattara du pouvoir, c'est une majorité de ce peuple-là. Parce qu'on ne trouvera jamais à 100% un peuple qui est entièrement d'accord que le président Ouattara parte du pouvoir. Donc, parmi tous ces 30 millions d'habitants, il y en a qui sont d'accord qu'il parte, il y en a d'autres qui doutent, il y en a d'autres qui veulent qu'il reste, il y en a d'autres qui s'en foutent que Ouattara soit là ou pas, parce que eux ils mangent déjà. Et puis il y en a d'autres, eux-mêmes, ils donnent même à l'église, ils prient chapelet tout, à Ouattara n'a qu'à rester. Ouattara n'a qu'à rester. Parce qu'ils sont des médiocres. Ils se prostituent, des gens se prostituent tout et tout pour gagner à manger. Donc si un tel gouvernement de médiocres continue de rester, eux, ils vont continuer de manger. Donc ce qui divise aujourd'hui les Ivoiriens, c'est le fait qu'on ne peut pas être tous d'accord. Mais aujourd'hui, il y a une majorité qui est d'accord. Et cette majorité, qui sont ces gens-là? C'est le PDCI et le PPACI qui forment une majorité de l'opposition. Ajoute au PDCI, PPACI, le FPI d'Affi N'Guessan, Vincent Tobi avec les mouvements qui l'accompagnent, Assali Tchimoku avec les mouvements qui l'accompagnent, Cap Côte d'Ivoire avec tous les mouvements qui les accompagnent. Donc, on peut chiffrer globalement ces personnes-là avec tout leur ensemble autour de 12 millions à 6 millions, 8 millions, 9, 10, 12 millions de personnes. Et le reste, on peut les partager dans les autres compartiments. Donc, aujourd'hui, voilà le nombre de personnes qui sont aujourd'hui prêts, qui demandent le départ de M. Ouattara. De le même côté que il y a des gens qui demandent le départ de M. Ouattara, de l'autre côté, il y a les sympathisants de M. Ouattara qui disent il est là, c'est notre brave Tchè, c'est nous, on a demandé à ce qu'il soit élu. Souvent, quand le président Ouattara disait dans certaines vidéos que le peuple m'a demandé que je reste encore, le peuple a appelé à ce que je reste. Mais il parlait de quel peuple? Il parlait de ses sympathisants, d'abord dans un premier temps, et de ses militants de son parti.
Donc, ces militants de son parti-là, c'est qui? Sont-ils les mêmes Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire ou ce sont des gens venus d'ailleurs? Ce sont les gens qui sont en Côte d'Ivoire, le peuple de Côte d'Ivoire, mais une partie, ils sont ces militants. Et d'autres personnes qui sont tombées amoureuses de M. Ouattara parce que pour eux, il a fait des ponts, il a fait des routes, il a fait ceci, il a fait cela. Maintenant, dans l'autre camp, les gens disent non, malgré que tu as fait des ponts, tu as fait des routes, etc. Mais la justice sociale, tu n'as pas réussi à prôner la réconciliation vraie. Il y a eu un seul camp qui a été jugé. La CDVR, Social qu'on a banni, a recensé 780 membres, 780 personnes dans les deux camps. Ça fait 780 personnes qui ont commis des massacres en Côte d'Ivoire. Mais on a passé le temps à traquer que des gens qui étaient proches de l'ancien pouvoir pour dire que c'est vous qui avez tué. Maintenant, quand on leur a dit, mais et dans votre camp? Ils disent non, dans notre camp, quand le juge sera prêt à ouvrir le dossier, ben, on laisse la justice faire. La justice, elle est ce qu'elle est. On ne peut pas donner une injonction à la justice de mettre les gens aux arrêts. Lorsqu'ils seront prêts, ils vont mettre les gens aux arrêts. Mais nous, on ne s'ingère pas dans la justice. Mais tellement qu'il y avait de pression, ils ont préféré saisir Amadou Woremi. On dira que c'est lui qui a fait le massacre de Dokwe. Petit Guitrezon 1, Guitrezon 2. Mais c'était une mascarade. Aller arrêter Amadou Woremi dans le Mont Peko, c'était une mascarade. Peut-être que si Amadou Woremi n'avait pas coopéré, ils allaient, sur le champ de bataille, le faire assassiner. Mais comme il a coopéré, et on nous a montré dans les caméras qu'on allait le chercher, on a pris le premier bataillon BCP de Dalois et tout de Boaké, et puis on a été le chercher. Pour dire que, voilà, nous dans notre camp là-bas, ceux qui ne déposent pas les armes, on peut aller les chercher. Mais c'était une négociation. Ça, ceux qui ne le savent pas, je leur donne l'information. C'était une négociation avec Amadou Woremi. Mais Amadou Woremi, il a la Maka. Où se trouve-t-il exactement à la Maka? Est-ce que les gens le voient se promener dans la cour de la prison civile à Abidjan? Est-ce qu'on entend Amadou Woremi? Qui sont ses co-détenus? Où est-il? Est-ce qu'il purge vraiment sa peine? N'est-il pas rentré quelque part? N'est-il pas mort? Est-il vivant? On ne sait pas. Donc, aujourd'hui, le peuple qui est fâché, c'est le peuple qui s'est retrouvé marginalisé. C'est le peuple qui dit que ce pouvoir-là, nous, on ne vous reconnaît pas. Certes, vous êtes le gouvernement, mais nous, on ne vous reconnaît pas dans votre manière, dans votre façon d'agir. Donc, j'ai donné un cas, la justice sociale. Ça n'a pas été fait pendant 15 ans du président Ouattara. La justice sociale n'a pas été, on n'a pas regardé la justice sociale. La cohésion sociale a été mise à mal. Encore, la santé pour tous les Ivoiriens. La santé pour tous les Ivoiriens n'a jamais existé. Parce que ceux qui ont des lourdes pathologies, comme le diabète de type 2, l'insuffisance rénale, le cancer, s'ils n'ont pas les moyens ou leurs parents n'ont pas de moyens, ils meurent en Côte d'Ivoire. Ils meurent. Or, eux-mêmes, qui devaient donner des exemples, prennent les avions, ils viennent se faire soigner en Europe, aux États-Unis, un peu partout où la médecine est plus développée, où les gens ont des plateaux techniques avérés. Mais on a des éminents professeurs en Côte d'Ivoire médecine qui tapent la poitrine. Quand tu arrives à l'université de Cocody ou bien à l'hôpital au CHU, je suis médecin-chercheur. Mais qu'est-ce que tu as cherché depuis? Tu as trouvé quelle maladie? Nos pharmaciens en Côte d'Ivoire, nos docteurs en Côte d'Ivoire, un simple comprimé de panneau, il n'y a aucun qui peut le fabriquer. Il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Eux tous, ils se tapent la poitrine de dire, je suis professeur. Mais comme en Côte d'Ivoire, nous tous, on n'est pas partis à l'école. On n'a pas de
comme des petits moutons. Ah oui, professeur. Ah, ici, allez voir un type, là, il dit, il est professeur d'État. Mais il n'a jamais pu fabriquer un seul. Le seul comprimé que l'Afrique devait fabriquer par ses propres enfants, c'était le comprimé de palu. Mais il n'y a aucun État africain qui a pu fabriquer un seul comprimé efficace contre le paludisme. Aujourd'hui, en Afrique, on meurt du paludisme. Et nos docteurs sont là. Ah, ça là, si on nous donne les moyens, là, on va ouvrir laboratoire. On va ouvrir laboratoire. Mais ça fait 60 ans que là, tu as fait quel machin. Ils prennent l'argent, ils viennent en stage en France. Mais quand tu viens en France ici, là, toi-même, en tant que chercheur, tu peux avoir des collaborations et mettre un comprimé sur pied. Et puis demander à un État solide de t'aider à breveter ce comprimé-là. Mais il n'y a pas moyen. Ils sont contents, ils sont dans les vestes, ils font Abidjan, Paris, ils nous emmerdent. Ils nous emmerdent, tous ces intellectuels de l'Afrique qui ne peuvent rien faire pour la jeunesse. Ils ne peuvent rien faire pour la jeunesse. Oui, on n'a qu'à venir les voir dans leur bureau. Oui, mon tonton, il est professeur à l'université, ou bien il est médecin, il est chef d'opération à l'université, à l'hôpital de choses. Lorsque on dit en Europe ici, où nous tous nous vivons, on dit un CHU, centre hospitalier universitaire. Ça veut dire que tu vas trouver des éminents professeurs là-bas qui font des recherches, qui mettent des choses sur pied pour que la médecine puisse continuer de développer. Mais nous, nos professeurs, ils sont là-bas, rien. Et puis, ils nous emmerdent. Ils ne peuvent même pas faire un simple comprimé de paludisme. Et l'expérience contre le moustique que nous donne le paludisme en Côte d'Ivoire, c'est les Français qui ont envoyé le projet au Burkina Faso. C'est tout dernièrement là, IB a dit non, que lui ne veut pas que cette expérience se fasse dans son pays. Et les gens ont emballé leur sac, ils sont partis. Mais les professeurs burkinabés ou ivoiriens qui ont su que le projet se faisait là, ils pouvaient aller là-bas et puis copier tout ce que les gens sont venus avec ça. Et puis maintenant aller chercher à dire, ah président, moi je sais comment on fait le truc de palu là. Si tu me donnes un 2 millions, un 10 millions, un milliard, il y a trop de milliards qui circulent en Côte d'Ivoire. Si tu t'en vas voir le ministère de la Santé pour dire, bon, moi, en tout cas, je sais comment fabriquer un comprimé de palu. Mettez-moi à disposition 1 milliard. Mais quand on leur donne des subventions là, c'est là qu'ils bandent. Et à cause de ces fainéants et ces intellectuels de pacotille, toutes les filles en Afrique aujourd'hui, tout ce qu'elles savent montrer, c'est des grosses fesses et des poitrines voluptueuses. Dès qu'un professeur, un intellectuel voit ça net là, c'est fini. Il ne peut plus réfléchir. Il faut qu'il détourne l'argent pour aller entretenir des fesses et laisser le peuple mourir. En Europe ici, c'est pas ça. En Europe ici, un intellectuel, il fait son travail pour lequel on lui donne le titre d'intellectuel. Mais même quand il y a des plus belles femmes, lui, il s'en fout. Aujourd'hui, il y a un taxi qui m'a pris. Et puis, je lui ai dit, ah, mais, tchè, si quelqu'un a envie d'une femme en Europe, ici, les femmes, là, elles ne veulent pas qu'on les approche, elles ne veulent pas qu'on les drague. Tchè, si quelqu'un a envie d'une femme, il n'a qu'à tomber sur elle. Tu sais vous savez comment le chauffeur m'a regardé? Il m'a dit, c'est inadmissible que quelqu'un peut penser comme ça au 21e siècle. Que non, que lui ne conçoit pas ça. Qu'une femme, si tu ne peux pas la draguer, il faut laisser. Qu'il y a trop de moyens pour se faire jouir. Que si tu dragues une femme, elle ne veut pas là, il faut te masturber. Ou bien il faut payer pour un caoutchouc. Ou bien, je ne sais pas, il faut trouver un moyen. Tu as vu? Voici des intellectuels qui affirment leur position. Mais nous, en Afrique, dès que quelqu'un sort d'une université nette, ici docteur en ceci, ici ceci, en cela, mais il ne peut rien fabriquer. Il nous emmerde. Un simple comprimé de palu, ça fait 60 ans que l'Afrique existe. On ne peut pas mettre un simple comprimé de palu en place dans notre pays, dans nos États africains. On ne peut pas. Labores, là, ils sont installés. Labores, Safi, là, le laboratoire français Safi, là. Ils sont installés au Maroc. Ce sont eux qui font tous les, comment on appelle ça, les trucs effervescents qu'on boit, tout ça. Ils sont là-bas, ils le font. Mais pourquoi chez nous en Afrique noire, on ne peut pas prendre de grandes décisions
Et nos chercheurs, nos intellectuels, ils vont se mettre main dans la main pour pouvoir faire des bonnes choses. Ils ne font pas de bonnes choses. Dès qu'ils sont assis quelque part, on leur donne un poste, ils deviennent encore plus voleurs que ceux-mêmes qui étaient là. En tant que toi, tu es un intellectuel, tu étais à l'école. Tu es d'une probité. Tu sais très bien que dans le dictionnaire, la corruption, là, tu sais que ça fait le plus grand mal au peuple tout entier. Mais tu voles 10 milliards, tu voles 20 milliards, 30 milliards pour toi seul. Mais si c'est pour chercher les femmes, là, à un certain âge, là, souvent même tu fais l'amour tellement avec les femmes qu'après même, là, tu ne ressens plus rien. Donc si c'est à cause des femmes que tu voles autant d'argent, là, à 56 ans, bien à combien d'années, là, une fois que la maladie te prend, là, tu ne peux plus rien faire avec ces femmes-là. Tu seras là comme ça. Et puis, c'est quelqu'un d'autre avec tous tes milliards qui va passer par derrière. Donc, il faut qu'ils jouissent d'une probité. Mais ils sont sans aucune probité. Ils sont tous corrompus comme intellectuels. C'est pour l'argent, ils sont tous friands. Regardez Oraga Obu qui a écrit la Constitution. Regardez Sissé Bakongo. Que pour l'argent, il ne peut même pas ouvrir la bouche. Pour dire, quand j'avais dit que monsieur le président Ouattara ne pouvait pas faire un troisième mandat, je l'assume, je quitte le RHDP, monsieur le président. Quand on m'avait écrit la Constitution, tu n'avais pas droit. Si c'est pour ça que je dois mourir, je meurs. Si c'est pour ça qu'on doit envoyer des gens pour me tuer, il faut qu'on me tue. Mais ils sont là, ils veulent nous faire croire que pour que l'Afrique change, il faut rester toujours dans la magouille, il faut rester toujours dans des petitesses. En Europe ici, pour que l'Europe reste debout, des gens ont accepté de mourir. Il y a le philosophe, non, je ne sais pas lequel des philosophes, qui a bu la cyanure. La cyanure, là, c'est un poison qui te tue. Il a bu ça devant ses disciples pour dire, je suis prêt à mourir. Mais aujourd'hui, là, tout le monde parle de lui. Je ne maîtrise plus trop son nom. Mais en Afrique, il n'y a personne qui est prêt à faire le sacrifice ultime parmi nos intellectuels. Personne n'est prêt à donner sa vie pour qu'une situation change. Il y a la corruption. Mais qui est-ce qui va parler de la corruption? Il n'y en a pas. Et tous ils sont là, oui, il y a des détournements, oui, on est fâché, oui, mais quand toi tu sais qu'il y a des détournements, pourquoi tu ne te mets pas pour indexer pour dire le nom de celui qui vole l'argent? Si les gens veulent qu'ils te tuent, mais dans 20 ans, dans 30 ans, ton combat que tu aurais mené, sera le combat qu'on va mettre devant. Pourquoi aujourd'hui on parle de Martin Luther King, on parle de Marcus Garvey, on parle de Bob Marley, on parle de Toussaint Louverture, on parle des rois du Bénin, l'ancien Dahomey, on parle de l'Égypte. C'est parce que des gens ont accepté de donner le sacrifice ultime. Ils sont morts pour leurs convictions. Ils sont morts enterrés, quelquefois humiliés, mais ils ont accepté la mort, la souffrance. Mais nos petits intellectuels, licence 3 net, doctorat net, oui, je suis un intellectuel, je défends la corruption, mais quand ils sont sur les plateaux, ils ont les caméras là, ils ne disent pas les noms de ceux qui détournent. Mais les Africains, en Côte d'Ivoire en ce moment, les gens vont beaucoup à l'église. Tout le monde est devenu pasteur là-bas. Et tout le monde parle au nom de Dieu. J'ai envie de les insulter ce soir même. Ils abrutissent le peuple. En disant que oui, Dieu m'a parlé, Dieu m'a fait comme ci, Dieu m'a fait ceci. Ah bon? Dieu t'a choisi toi? Parce qu'on est allé en prison, qu'on est sorti de prison, Dieu t'a choisi. Mais vous jouez avec Dieu. Mais Dieu, il est pour tous. Il n'est pas pour toi seul. Dieu, il n'est pas pour un seul camp. Il est pour tous. Sinon, il n'aurait pas eu de dictateurs dans le monde. Sinon, Paul Biya n'aurait pas fait 40 combien d'années au pouvoir. Sinon, l'Afrique ne serait pas misérable. Quand les gens disent souvent dans leur prière, Dieu a choisi la Côte d'Ivoire pour se manifester. Mais les gens sont misérables au point en Côte d'Ivoire. Jusqu'en Côte d'Ivoire même là, souvent même pour planter la tige à une fille même, souvent tu peux payer même 500 francs pour Mougou.
Regardez comment la misère entraîne les jeunes filles à se faire mougou juste pour 500 francs. Parce qu'il y a la misère. Mais toutes leurs grandes prières là, c'est où? Et puis il y a une telle misère. Et puis quelqu'un se prostitue pour 500 francs. La vie humaine est sacrée devant Dieu. Si pour 500 francs se prostitue, ça veut dire que tu n'as plus de dignité, tu n'es plus personne sur la terre. Vraiment, merci beaucoup. Merci frère. Vous avez tout dit. Hein? Vous avez tout dit. Effectivement, vous avez touché du doigt ce qui se passe, les vrais problèmes de chez nous, la réalité. En Côte d'Ivoire, tout le monde est devenu homme et femme de Dieu. Dieu a dit ça. Depuis 15 ans, que Draman est en train de maltraiter les gens là. Dieu, il ne parlait pas. Hein? C'est cette année-là, on dit, oh, Dieu m'a parlé. J'ai la prophétie. Non, mais les Africains, même, des fois même, je dis, c'est pas pour aujourd'hui. Hein? La libération, c'est pas aujourd'hui. Hein? On va encore rester dans ça parce que l'éveil est loin. Effectivement, il y a des choses qu'il faut régler. L'histoire de la corruption, là, ça, c'est un vrai problème de société. La corruption est partout. Elle gangrène notre pays. C'est une réalité. Même partout. Vous allez même dans les administrations. Tu veux faire quelque chose. Tu vas voir même des fonctionnaires d'État même qui sont là pour prendre l'argent. C'est déplorable. Merci beaucoup, frère. Merci à vous tous. Mais là, il est 3h14. Je pense qu'on va aller dormir. Merci beaucoup. Et puis, à demain. Si tu lances un live Merci. demain, je ne sais pas si tu lances un live demain. Oui, demain, je serai là. Normalement, je lance un live tous les jours. Mais à quelle heure? Généralement, c'est... on va dire, ça dépend. Hein. Des fois, c'est 20h. Des fois, c'est un petit peu tôt. Ça peut être à 15h, 17h, mais ça dépend vraiment de mon programme. Mais en tout cas, elle sera le soir. Parce que nous, on a besoin de lives comme ça où on n'interrompt personne, où vraiment on parle de manière intellectuelle pour bien se comprendre et pour dire notre part de vérité et enseigner nos frères, nos sœurs sur les mots qui gangrènent la Côte d'Ivoire. Donc, s'il y a un tel panel qui s'ouvre, nous, on viendrait pour animer. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci parce que c'est vrai, on parle, mais il faut aussi apporter des solutions. C'est ce que je dis, hein, des fois même, je leur dis, voilà mon programme de gouvernement, ou bien voilà ce qui serait judicieux de faire en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a vraiment, il y a tellement de choses, mais les gens passent à côté. Tout à l'heure, vous m'avez bien fait rire, je suis chercheur, mais ils cherchent quoi? Depuis des décennies, ils cherchent quoi, les chercheurs à l'université, là, ils ont déjà trouvé quoi? Rien. Jamais rien trouvé. Tu sais, la nouvelle trouvaille de nos chercheurs à l'université, c'est de trouver des médicaments pour faire bander, pour durer sur les femmes. Pour allonger le sexe. Voilà. Ça, qu'est-ce que ça va faire à quelqu'un? Non, mais franchement, quoi. Alors qu'il y a des maladies, il faut faire des recherches. Il y a des maladies, il y a des molécules et tout ça. N'importe popo. Vraiment, les Africains, c'est pas la peine. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, mes frères. Merci aussi le juriste. Merci MVN et toutes les 176 personnes là, vous qui tapotez dans les commentaires. Merci beaucoup. Oui, effectivement, c'est un intelligent, c'est un intellectuel. C'est ça. Il y a des débats comme ça. Il y a des débats comme ça qu'il faut faire. Ok, merci beaucoup à vous et vraiment bonne soirée. Il est 3h du matin et je dois couper le live. Merci, bonne soirée. À demain. Merci, bonne soirée.